حمل طاس وقي ذي الريف ذي ثمورتنا المروك. ثمرت أزول قوم مرة يتميزوا أزول ثمرت مقرانتي بابا تي في اللي خدمنا منايا اللي خدمنا قراوة تقادخ قاعيني دو سندا عن خامنا بيربر تي في تقاد خي مزران بيربر تي في تلفزيون بيربر تي في نش وسير السور أين أسا وسير السور أيدود يعرف ما مش تقدرني خنسن السور فرانسيست. Le sujet qui a été abordé, en fait, la problématique qui a été abordée aujourd'hui, c'est une problématique pertinente et opportune parce que ça fait partie des sujets qui sont discutés souvent dans l'actualité, à savoir la question de la self-gouvernement ou autogouvernement, l'autosuffisance, l'autonomie. Il y en a qui parlent d'indépendance, etc., etc. Donc, effectivement, parler de la structure sociopolitique traditionnelle dans le RIF, en fait, il suppose aussi de parler de l'époque précoloniale et l'époque postcoloniale, mais ça suppose aussi beaucoup de temps, étant donné que le temps qui m'est imparti, à savoir 15 minutes ou 20 minutes, je vais essayer de donner un éclairage global sur les structures traditionnelles rifaines, dans la société rifaine. Et bien sûr, cette structure traditionnelle a changé au fil du temps, mais aussi, en fait, il faut dire en fait, qu'il y a des permanences, il y a des variables, il y a des choses qui ont disparu, il y a d'autres choses qui en sont restées, et tant mieux d'ailleurs. L'idée centrale que je vais défendre ici, ou que bien sûr que je vais exposer ici dans ma contribution, c'est de dire tout simplement que malgré le caractère périmé ou le déclin de cette organisation tribale, ou quand je dis tribale, c'est au sens noble du terme, c'est pas au sens tel qu'on le conçoit aujourd'hui en 2015, à savoir clanisme, à savoir la fermeture, à savoir non. Là, j'essaie de le prendre au sens noble, j'ai bien dit, au sens noble du terme. Bien sûr, au sens noble du terme, c'est-à-dire d'autogouvernement, d'autonomie dans les décisions, dans l'autosuffisance, etc. Donc, malgré le fait qu'il y a un déclin en matière surtout dans le RIF, là je parle de cas de figure du RIF, le déclin depuis 10 siècles, depuis, on va dire, ce n'est plus comme il y a longtemps. Cependant, cette organisation, organisation socioculturelle, sociopolitique au niveau local, ça peut être une alternative pour dépasser le blocage actuel, c'est-à-dire la crise que connaît la gouvernance en Afrique du Nord, notamment dans le RIF où, et bien sûr, le RIF est sous domination marocaine, donc on peut parler, c'est-à-dire cette alternative, ça peut constituer, en fait, ça peut donner naissance à une démocratie, une démocratie directe et une culture participative. Bien sûr, on peut dire aussi, donc c'est l'idée que je défends dans cette contribution, à savoir que ces formes d'organisation sociales et politiques ne sont pas si archaïques ou primo-modernes comme on essaye de le faire passer, que ce soit aujourd'hui, que ce soit pendant l'époque coloniale, qui ont, bien sûr, je vais en parler un peu plus loin, à savoir qui ont démantelé, c'est eux qui ont démantelé ces organisations sociopolitiques, à savoir la conquête espagnole et la conquête, bien sûr, du Merzan, qui est un acteur qui a influencé le mode de vie dans le RIF et un peu partout dans le Maroc. Bien sûr, le RIF, juste une petite présentation sur le RIF pour ceux qui ne sont pas ou qui n'entendent pas parler du RIF. Donc le RIF représente une aire ethno-linguistique homogène qui est située dans je vais parler en termes des militants, à Tamazra, nord-est de Tamazra, bordée au nord par la Méditerranée, par l'est selon le découpage colonial par l'Algérie, parce que le RIF en fait, ne s'arrête pas aux frontières algériennes, parce qu'il dépasse la frontière algérienne, mais comme on vit dans des États-nations qui ont été fabriqués par les puissances coloniales, on va reprendre cette terminologie pour faire plus simple. Et bien sûr, par le sud, donc, qui est bordé par l'Atlas, voilà.
En termes de structure traditionnelle, le RIF est comme bien sûr, comme dans toutes les sociétés berbères, Ner Amazir. C'est une société segmentaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs entités indépendantes, mais bien sûr ces entités-là sont imbriquées les unes dans les autres. D'abord, on parle de famille élargie, qu'on appelle Rouachoun. Non, le L on transforme en R, donc Rouachoun, Rouachoun. Ensuite, le clan, à savoir Tarfirt, c'est un terme arabe, Rafiq, ça veut dire compagnon, mais ça a été repris amazirisé, rifanisé, et c'est ancré dans le langage, donc ça fait partie du langage qu'on utilise. Donc, Rouachoun, Tarfirt, tribu. Ensuite, il y a la confédération des tribus, qui est le regroupement le plus supérieur de l'organisation traditionnelle rifane. Et bien sûr, toutes ces strates, tous ces segments-là ne sont pas simplement des collections d'individus, mais ils sont bien articulés. Il y a une espèce de dynamique, il y a une espèce d'interaction, et que les rôles sont définis, et les acteurs aussi. Le système est aussi dans le RIF, c'est un système un peu partout comme dans les sociétés barbares qui ont été abordées aujourd'hui, que ce soit dans ce panel-là ou le panel d'avant, à savoir c'est un système d'affiliation unilinéaire, patrilinéaire. C'est toujours par le biais, c'est toujours dans un système patriarcal, c'est une constante. Bien sûr avec les Fejmat, c'est-à-dire si on peut parler en langage moderne, c'est une assemblée qui réunit les villageois pour décider des questions qui relèvent de l'intérêt général, à savoir l'eau, à savoir Zamzida, à savoir la mosquée, puisque c'est une institution donc importante dans un village, et à savoir les questions, des problèmes relevant de la statut des villageois, divorces, les conflits, etc., etc. Et bien sûr, la guerre qui mobilise en fait la strate la quatrième strate, à savoir à savoir segment, cinquième segment, à savoir la confédération des tribus. Et c'est d'ailleurs grâce à cela que Abdelkader Tabé, dont je vais parler tout à l'heure un peu plus loin, qu'elle a pu faire la guerre, à savoir il a rassemblé toutes les tribus pour faire face à la conquête espagnole, et il a d'ailleurs réussi pendant 5 ans, pendant laquelle il y avait la République des tribus confédérées du Rif. Il y a la notion d'Amrar aussi, qui est un homme, qui est une personnalité, une figure qui figure importante dans cette société, dans cette organisation sociale, sociopolitique. Amrar, ça vient de Amrar âgé, quoi. Et donc, comme on le sait très bien, voilà, le sage. Mais aujourd'hui, en fait, on peut avoir 15 ans et être sage. Donc, il peut être âgé et non pas être sage. Donc, la société a changé, a mué, a évolué. Mais voilà. Bien sûr que la femme aussi, donc la participation de la femme, malheureusement, c'est une participation qui est, on va dire, majoritaire dans la société au quotidien. Il participe grandement à la société, l'éducation des enfants, l'éducation de la maison, etc., etc. Et il y a énormément de tâches qui sont exécutées par la femme, mais malheureusement, elles sont exclues de la vie sociale. Ils ne sont pas reconnus, et ça, c'est dû à un certain nombre de choses, dont bien sûr le caractère macho des hommes de la société de l'époque, et d'ailleurs d'aujourd'hui même. Il y a la question bien sûr de l'islam qui est très importante aussi, et entre autres. Les valeurs, donc les valeurs des sociétés Amazir, Rifen, pour certains, ils sont toujours, on les garde toujours, pour d'autres qui sont disparus. Ces valeurs-là œuvrent dans les rapports interpersonnels et dans la communauté, comme la cohésion, l'indivision, le respect, la sacralisation des plus âgés, l'obéissance, l'hospitalité, l'application des valeurs dans la célébration. Et bien sûr, il n'y a pas l'individu n'existe pas, c'est toujours nous, et le jeu, ça n'existe pas. L'individu n'existe pas, mais c'est le collectif qui existe, comme ça a été rappelé tout à l'heure.
Donc il y a toujours des similarités entre les sociétés berbères. Donc. Il y a l'absence de l'indifférence, il y a la conscience commune, il y a l'autonomie, il y a l'autosuffisance. Donc il y a un certain nombre de choses qui font partie qui sont très importantes, à savoir que la famille, la religion, la tribu constituent des cadres d'appartenance et de socialisation où l'individu puise ses repères de sociabilité, ses codes sociaux et se procure le référentiel des schémas culturels. Je peux parler aussi en ce qui concerne le rôle de la société rifaine. Donc il y a un livre qui a été fait par un anthropologue. Il s'appelle Ayesh et il a écrit un livre qui s'appelle L'honneur et la baraka. L'honneur et la baraka. Alors l'honneur, c'est dans la société. Il a travaillé sur une confédération de tribus rifaines et qaraïennes qui sont, pour les situer géographiquement, c'est dans les régions de Nador. Et l'honneur est procuré par la terre et par la femme. Et la baraka, bien sûr, quand on dit baraka, c'est un terme à caractère religieux où les conflits entre individus, membres de la société, sont réglés par les hommes, par les maraboudan ou des gens, des acteurs, on va dire, religieux, enfin voilà. Aujourd'hui, bien sûr, en fait, cette société a évolué. Il y a une mutation profonde qui s'est opérée dans la société rifaine comme dans d'autres sociétés amazighes contemporaines en général. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle en fait la globalisation, global village ou le village global. Autant de l'internet, des moyens de transport, des avions, des voitures, etc., etc. Il y a l'apparition de nouveaux besoins. Il y a la question de mobilité des populations, l'immigration, changement. Il y a des changements de canaux de production des valeurs, à savoir comme l'école, les médias, la complexification des sociétés contemporaines, et bien sûr la civilisation citadine, à savoir la ville. Voilà. D'autres facteurs ont participé à cette mutation, à savoir les événements historiques et les facteurs et les climats politiques qui ont impacté radicalement la réalité sociopolitique et le mode de vie de la société rifaine. Ils ont impacté les institutions, les mœurs, l'ensemble des rapports sociaux, l'entraide, la solidarité, Twiza, le respect, le consensus. Voilà. Justement, parce que tout à l'heure, j'ai pas prévu de parler de la République du Rif, mais bon, c'est un sujet qui est quand même très grand. Il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, je vais faire un petit rappel. Donc, la République du Rif, c'est une république qui a duré de 1921 jusqu'en 1926. Donc, elle a été instituée par un homme qui s'appelle Mohamed Abdel Khattabi, qui est un chef politique, un chef de guerre, un journaliste, le premier de journaliste en Afrique du Nord, je pense en Afrique du Nord, mais en tout cas ce qu'on appelle aujourd'hui le Rif ou le Maroc. Il était parmi les premiers qui avait un journal, il écrivait, il s'appelait Mlilia, Télégramme del Rif, pardon, Mlilia, qui est située à Mlilia, qui est une ville, qui est une enclave espagnole dans le Rif. Donc bien sûr c'est un Asselmad Tamazirt. Il a enseigné Tamazirt en 1917 dans une académie qui s'appelle l'Académie berbère et arabe à Mlilia. C'est quelqu'un de lettré, quelqu'un qui a un observateur averti de la société espagnole à l'époque, qui était son modèle, parce qu'un empire comme l'empire espagnol, c'était quelque chose aujourd'hui qu'on peut représenter comme ce qu'on appelle les États-Unis ou la Russie ou l'Union européenne de l'époque. Là, on parle au début du siècle dernier. Donc la République du Rif, qui a duré de 1921 jusqu'à 1926, où il y avait le débarquement à Al-Khasima, qui est par une coalition de la puissance française, des Espagnols, et bien sûr avec la collaboration du Marzan marocain, ou le sultan marocain, qui bien sûr qui n'arrangeait pas de voir une république moderne. J'insiste sur la question moderne parce que
Une république avec des institutions, avec une assemblée constitutive, une assemblée nationale, avec des ministères, avec une diversité même dans la composition des ministères. Je me rappelle juste à titre d'exemple que dans ces ministères-là, il y avait un juif rifin et un Algérien de l'époque, qui faisait partie des ministères. Donc c'est la première république en Afrique du Nord libre. Malheureusement, c'est un temps éphémère, à savoir 6 ans, 5 ans, mais quand même, c'est constitue un exemple. Et pour aujourd'hui, il y a beaucoup au jour d'aujourd'hui, beaucoup de référents en parlent. Il y a même un mouvement qui revendique cette expérience-là et essaye de la reproduire, mais ça prend du temps. Donc c'est une république moderne, un État moderne, des institutions, avec une hymne nationale, avec un hymne national, un drapeau, avec un système d'éducation, avec tout a été réfléchi, il n'y a rien d'improvisé, tout a été réfléchi. Avec c'est un lettré, je rappelle, il a étudié Al-Qarawiyyin, c'est un hispanophone, un castillanophone pour dire, un castillanophone, ça il parle espagnol. Il connaît la société espagnole et c'est quelque chose qui l'a influencé dans sa démarche ou dans ce parcours politique. Donc il y a une armée, il y a bien sûr tout État ne peut exister sans un territoire bien déterminé, délimité par des frontières, et une langue tarifite. Lui parlait, c'est un arabophone, un hispanophone, mais avec l'ensemble des tribus, des notables des tribus. La communication a été faite bien sûr en tamazirt. La langue bien sûr en Chine قالت مازيغت ثم جاران يرفين قالت سورت مازيغت ما سورت مازيغت مش سورت مازيغت ماشا قاعين ويجن يرفين تقانا نختاريفيت c'est juste pour distinguer mais on peut dire ثاريفيت نخ مازيغت c'est la même chose. Donc ça juste, voilà, une petite parenthèse, parce que ça ne faisait pas partie de ce que j'avais prévu de dire, mais bon, c'est quand même très important de le signaler. Ensuite, donc tout à l'heure je parlais de la mutation profonde. Donc il y avait des éléments qui relèvent de la globalisation, à savoir la mondialisation, d'autres éléments qui relèvent des événements historiques et le climat politique. Et bien sûr, il faut bien sûr le plus important dans tout cela, c'est deux conquêtes coloniales qui ont changé profondément et radicalement le mode de vie de cette société traditionnelle et son organisation sociopolitique, Rifen. À savoir d'abord la pénétration de la conquête espagnole, des Espagnols ou la conquête espagnole, qui pour affermir son système colonial et son administration et pour imposer un contrôle territorial contre ce qu'ils appellent la SIBA ou l'anarchie et faciliter ainsi la pacification. Donc ces deux mots que ce sont des termes coloniaux qui ont été utilisés par les colons pour bien sûr pour faciliter ce contrôle-là, contrôle territorial. L'anarchie, je rappelle que de par l'histoire, il n'y a aucune société qui est anarchique. Toute société est une société organisée, simplement que chaque société a sa propre organisation. Donc le fait de dire Siba, qui est un terme utilisé par le Merzan, je vais revenir tout à l'heure sur la notion de Merzan. Donc l'anarchie, ça n'existe pas, ça c'est un terme colonial utilisé pour justifier en fait l'inquisition ou la conquête. Et la pacification, c'est un terme a priori beau, c'est un très beau terme, pacifier, tout ça, mais bon, ça cache des choses, ça cache tout un projet colonial, etc. Donc, ثنميرت رشيد خاطر اسكغا اول ايسونيا خاطر بوياس دكوا خوديس